Monsieur Séni Touré sera invité pour ses mots de bienvenue. Merci, Monsieur Touré, d'avoir accepté d'abriter cette rencontre à dimension internationale dans cette bâtisse somptueuse située entre Kati et Bamako. À présent, nous vous invitons, Monsieur Touré, pour vos mots de bienvenue. Ma joie est d'autant plus grande que le Centre de formation des collectivités a été choisi par le CEGLA. CEGLA, c'est le Centre d'excellence de gouvernance locale en Afrique, pour abriter les travaux de cet important colloque international consacré aux enjeux de paix, de sécurité et de développement en Afrique de l'Ouest. Qu'il en soit remercié. Monsieur le ministre, chers participants, la charité bien ordonnée commençant par soi-même, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre la présente cérémonie pour ouvrir une petite fenêtre sur le centre de formation des collectivités territoriales. Créé en juillet 2007, le CFCT est un établissement public à caractère scientifique et technologique dédié à la formation des élus et des agents des collectivités territoriales. Nos missions recouvrent également les études et les recherches en matière de décentralisation et de développement local. Bâti sur une superficie de 1 hectare 99 centiares, pour un coût d'environ 3,3 milliards de francs CFA, nos infrastructures comprennent, entre autres, un bâtiment administratif constitué de 14 bureaux, 2 bâtiments abritant la bibliothèque et une dizaine de salles de cours, 3 bâtiments pour l'hébergement avec une capacité d'accueil de 72 chambres pour une capacité de 132 lits et un bâtiment multifonctionnel, la présente salle qui abrite ces travaux. Ces infrastructures sont le fruit d'une coopération multi-acteurs ayant associé notablement la coopération financière allemande, KfW, la coopération technique allemande, GIZ, avec la participation de l'Union européenne, du gouvernement de la République du Mali. L'AGETIP en a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'ENE. Que tout ceci soit vivement et sincèrement remercié par ma voix. Le centre, faut-il le souligner, dès son démarrage, a bénéficié d'un accompagnement soutenu de la GIZ à travers le programme d'appui aux collectivités territoriales et récemment le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État. C'est le lieu de réitérer nos remerciements à tous ces partenaires techniques et financiers, j'allais dire, avec une mention particulière au professeur Eisenberg, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir les premiers pas de ces centres. Qu'il en soit remercié. Monsieur le ministre, monsieur le coordinateur général du CEGLA, chers participants, comme cela a été rappelé tantôt, nos forces de défense et de sécurité depuis une décennie, avec le soutien des forces étrangères partenaires, sont engagées dans une guerre asymétrique contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme sous toutes ses formes. C'est le lieu de saluer leur courage tout en rendant un hommage appuyé à l'ensemble des victimes, civiles et militaires, maliennes comme étrangères, de ces atrocités d'une autre époque. Le combat pour la paix et le développement, vous en conviendrez, ne se gagnera pas seulement par les armes, loin s'en faut. Une réponse durable, telle est ma conviction, dépendra de la qualité de nos politiques publiques, tant à l'échelle nationale qu'au niveau régional et subrégional. Ce rôle de premier plan n'est plus et ne doit plus être l'apanage du seul État central. Le contexte de crise ou de post-crise nécessite de nouvelles approches, de nouvelles attitudes et sans doute de nouveaux comportements à même de garantir la continuité et la permanence de l'action publique au bénéfice du citoyen, quel qu'il soit où qu'il se trouve. Les collectivités territoriales maliennes doivent devenir un des piliers d'une nouvelle approche de gestion des questions de paix et de sécurité qui permettra à la fois de contribuer à la stabilité du pays, de renforcer le processus démocratique et de pérenniser le développement économique, social et culturel au niveau local et régional. Dans ce contexte,
Le renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de dialogue, de négociation, de réconciliation et de cohésion sociale s'impose alors comme une nécessité impérieuse, j'allais dire un nouveau paradigme de l'accompagnement des collectivités territoriales. Ce faisant, le CFCT sera particulièrement attentif aux conclusions de nos travaux pour la mise à jour de ces programmes de formation en direction des élus et agents des collectivités territoriales en matière de paix, de sécurité et de développement local. Terminant mon intervention, je tiens à réitérer mes sincères et chaleureux remerciements à l'endroit de toutes les structures et organisations partenaires du SEGLA, à l'occurrence l'Université de Kiel en Allemagne, le DAD, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, l'Université Abdou Moumouni de Niamey, le CESAC de Dakar. Ai-je besoin de vous rappeler que l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako est fortement impliquée dans le réseau germano-ouest africain, African Excellence, financé par le DAD. Ainsi, notre institution universitaire a, dans le cadre de cette coopération académique avec les universités allemandes, mis en place un programme de formation des masters dans le Centre d'excellence de la gouvernance locale en Afrique de l'Ouest, SEGLA, à la faculté de droit public. Le présent colloque entre dans le cadre des activités du SEGLA, centre qui œuvre pour le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation au Mali, au Niger et au Sénégal, à travers son programme de master de décentralisation et de gouvernance locale. Le SEGLA est l'illustration d'une coopération dynamique entre l'Université des sciences administratives appliquées du Kiel et les universités des pays du Sahel dans le domaine scientifique, pédagogique et de formation. Le programme de formation, de décentralisation et de gouvernance locale est en effet initié pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique nationale de la décentralisation et sa stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Notre université entend apporter à côté d'autres institutions d'enseignement supérieur sa contribution dynamique à la réussite des actions de développement qui sont initiées par les pouvoirs publics maliens. Mesdames et messieurs, chers participants, l'insécurité et l'instabilité au Sahel découlent de la présence croissante que représente le terrorisme et l'extrémisme violent et de sa propagation dans les pays et régions environnantes. La paix au Sahel, intimement liée au développement de ces territoires, en cours de peuplement rapide, est un bien public dont l'intérêt déborde le continent africain. La situation est devenue alarmante. L'inquiétude est aujourd'hui largement partagée par les experts du Sahel au sein des milieux de la recherche, de la diplomatie, de l'humanitaire, de la sécurité et du développement. Ces communautés professionnelles ont trop peu d'occasions de réflexion conjointe. Les conflits violents au Sahel ont des causes à la fois externes et internes qui sont favorisées par de multiples fragmentations des sociétés sahéliennes. Ils éclatent sur fond d'institutions formelles, informelles et hybrides défaillantes. De surcroît, le manque de perspectives de développement économique et social et les dégradations environnementales contribuent à la multiplication des facteurs de vulnérabilité constituant les terreaux de la crise et de la violence. Le présent colloque, qui s'inscrit dans cette dynamique, se veut un cadre de discussion et de réflexion sur la conception et la mise en place d'une paix et d'une sécurité durable au plan territorial. L'objectif de cette rencontre est de disposer du capital d'expérience régionale et européenne pour accompagner la paix, la sécurité et le développement local en Afrique de l'Ouest. Évidemment, notre université accompagne cette initiative avec l'ouverture de plusieurs programmes de formation intéressant les collectivités publiques
en général et les collectivités territoriales dans le domaine des droits d'aménagement du territoire, du management, etc. Le programme des masters de décentralisation et de gouvernance locale, fruit de cette coopération, contribuera sans doute à l'amélioration de la gouvernance au niveau aussi bien de l'État que des collectivités territoriales. Je voudrais, avant de terminer mon propos, adresser les sincères remerciements de toute la communauté universitaire au gouvernement allemand, au DAAD et aux autorités universitaires locales pour leur appui financier à la mise en œuvre du Centre d'excellence de gouvernance locale en Afrique et l'organisation de ce colloque. J'exprime également toute ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leurs précieuses contributions à l'organisation de cette manifestation, notamment la coopération allemande, l'ambassade d'Allemagne au Mali, la GIZ et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vous souhaite plein succès à vos travaux. Vive la coopération académique universitaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le doyen de la faculté de droit public, pour ce discours. Discuter ouvertement le rôle que les collectivités territoriales peuvent jouer dans le processus de ramener la paix et la prospérité. À part les aspects sécuritaires, le levier le plus marquant sera très probablement le développement local, un sujet qui nous tient à cœur. La République fédérale d'Allemagne attache une grande importance au soutien de l'État malien dans sa protection de sa souveraineté et de ses citoyens. Par leur présence sur le terrain, les collectivités territoriales et l'administration déconcentrée de l'État jouent un rôle décisif pour surmonter la crise sécuritaire. La question, comment apporter un soutien ciblé aux agents locaux et les citoyens sur le terrain engagés dans leur mission importante, pourrait se présenter comme une des questions centrales de ce colloque. L'appui à la décentralisation se montre aussi dans le renforcement des capacités des collectivités territoriales, qui est une des grandes priorités de la coopération allemande au Mali. Dans ce cadre, la formation des agents et des élus des collectivités territoriales joue un rôle primordial. Ce sont eux qui fournissent les services de base aux habitants. C'est pourquoi la République fédérale d'Allemagne a fortement appuyé la création du Centre d'excellence de gouvernance locale en Afrique, le CEGLA, ainsi que du Centre de formation des collectivités territoriales, le CFCT, dans lequel nous nous trouvons en ce moment. À travers son aide au CEGLA et au CFCT, l'Allemagne accompagne la formation et la recherche dans tous les aspects d'une gestion publique locale de qualité. C'est pour cela que nous sommes très heureux que les étudiants de la première promotion du programme de master en décentralisation et gouvernance locale termineront très bientôt leur formation et arriveront sur le terrain pour renforcer le personnel des collectivités. Cette formation, appuyée financièrement par le DAAD, est mise en œuvre par le CEGLA en collaboration entre l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako et le CFCT. L'organisation commune du présent colloque, sous le parrainage des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la décentralisation, est une nouvelle étape de la coopération étroite entre tous les acteurs qui travaillent pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Ensemble, on arrivera à créer un cadre pour plus de sécurité et de services fonctionnels pour les citoyens dans toutes les collectivités du Mali. Pour ce grand projet, l'Allemagne sera à vos côtés. Ensemble, nous allons réussir. Je vous remercie. Merci.
remercie Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République. La tenue du colloque ayant pour thème paix et sécurité développement local en Afrique de l'Ouest, dans ces lieux me paraît très symbolique. En effet, le renforcement des capacités des élus et agents des collectivités territoriales n'a d'autres objectifs que de favoriser une meilleure gouvernance de ces collectivités, en vue d'assurer aux populations le bien-être et la tranquillité. Thème pertinent donc dans ce lieu tout à fait approprié, mais aussi dans un contexte qui nous questionne sur notre devenir commun. En effet, force est de constater que depuis quelques années, les pays du Sahel, déjà confrontés à une crise économique aiguë, doivent faire face désormais à une insécurité grandissante. En effet, la sous-région souffre de nombreux maux, comme le trafic des armes, de la drogue, l'insécurité alimentaire persistante, de mauvaises conditions climatiques et de nouvelles menaces occasionnées par une migration clandestine de plus en plus dangereuse vers l'Europe. Dans le cas spécifique du Mali, la double crise sécuritaire et politique qui a éclaté en 2012 a révélé des défis complexes et profonds qui menacent la paix et la stabilité dans tout le Sahel. Dans ce contexte, la décentralisation apparaît comme une forme porteuse à la fois d'opportunités et de défis à relever pour une meilleure gestion des affaires touchant directement à la vie des populations. Comme nous le savons, elle postule la gestion de proximité et promeut l'émergence de la démocratie locale et le développement socio-économique des communautés. Mesdames et messieurs, il faut dire qu'aujourd'hui, les actions de gestion locale sont fortement contrariées du fait de l'insécurité qui gagne du terrain, disais-je, dans nos pays. Malgré la différence que l'on peut relever d'un pays à l'autre, les zones rurales du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad sont prises dans le piège de la pauvreté et de l'insécurité. Quand on pensera s'y méprendre, qu'elle est une fatalité. Faute d'action décisive des pouvoirs publics, fortement appuyés par la communauté internationale, ces territoires risquent de sombrer dans un enchaînement de conflits dont ils auront du mal, le plus grand mal à s'extraire. Dans le même temps, toutes les actions destinées à assurer la paix et le développement ne pourront atteindre les résultats escomptés sans une réflexion profonde que devront mener universitaires et décideurs politiques. Il s'agit donc d'expliciter les liens multiformes entre la paix, la sécurité et le développement local. Telle est l'ambition du présent colloque à travers un regard croisé entre les spécialistes de diverses disciplines des sciences sociales et les acteurs des politiques de sécurité et de paix. Je ne doute nullement qu'en examinant minutieusement la situation au Mali et dans les autres pays du Sahel, vous serez construire un dialogue fécond entre scientifiques et praticiens. Il me plaît de saluer la coopération universitaire entre l'Allemagne et les pays du Sahel, comme les témoins de cette rencontre qui, j'en suis sûr, proposera des pistes de solutions à la récurrente problématique de la paix, de la sécurité et du développement local en Afrique de l'Ouest. Mon département qui travaille actuellement sur le document de politique d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, axé sur la promotion d'une recherche scientifique au service du développement, attendra avec un intérêt certain les résultats de vos réflexions. C'est sur ces mots que j'ai déjà ouvert les travaux du colloque organisé par le Centre d'excellence pour la gouvernance locale en Afrique, en partenariat avec le Centre de formation des collectivités territoriales et l'Université d'échanges juridiques et politiques de Bamako à travers la faculté de droit public. Je vous remercie. Ok, sans tarder, je donne la parole à Dr Abdoulaye Fofana. Et nous avons pris l'exemple sur notre pays qui est riche en expérience en matière de décentralisation. La question de décentralisation dans le cadre du développement local
est une question prégnante dans tous les discours des hommes politiques et même un vœu des citoyens. Il s'agit d'une question de réorganisation de l'administration suivant un nouveau style qui pratiquement n'est pas accoutumé. Et la France, qui nous sert d'exemple, a pratiqué la décentralisation tout près de nous en 1980. C'est dire que le Mali, qui, à partir de 1993, a eu le privilège de pouvoir expérimenter la politique de décentralisation, est à féliciter. Mais quand bien même que cette politique de décentralisation n'a pas été toute rose, parce qu'il y a eu des écueils, et ces écueils se présentent en diverses formes, sous forme de revendication des territoires qui veulent avoir plus d'autonomie pour pouvoir s'administrer localement, parce que ces territoires se considèrent abandonnés par l'autorité centrale qui pratiquement se comportait comme dans l'État jacobin et qui ne faisait qu'imposer à partir du centre, sans se soucier des préoccupations locales. Voilà des problèmes en tant que tels qui ont surgi au Mali et sous diverses formes, soit des rébellions, soit des cas d'incivisme au niveau des collectivités locales, à tel point qu'au Mali, c'est tellement accentué qu'il y a eu des artistes qui ont eu à parler du comportement délictueux des administrateurs locaux. Cela nous amène à dire que la question de décentralisation est une préoccupation réelle et pourquoi elle est encore dans tous les discours des hommes politiques et également exprimée sous forme de souhait. Mais en quoi la décentralisation peut avoir une importance en matière financière? Et c'est ça notre préoccupation. Parce que la décentralisation, elle suppose une gestion du pouvoir local par les autorités locales en fonction des intérêts locaux. Et fort malheureusement, nous avons eu à mettre la charrue avant les bœufs chez nous. On ne s'est pas soucié de la question financière. Cette question financière est si importante qu'elle apparaît dans les réalités comme la question fondamentale. Et elle est exprimée en termes de droit sous forme de l'autonomie financière. Que signifie l'autonomie financière? Ça voudrait dire que les collectivités locales qui ont eu juridiquement le droit de s'administrer librement doivent aussi avoir la capacité financière d'avoir leurs ressources propres. Et c'est cette question de ressources propres qui est encore le problème fondamental du développement au Mali et qui est aussi la cause de toutes les insécurités. On ne va pas citer les exemples pour encore ne pas choquer les sensibilités des uns et des autres, mais on sait que dans certaines localités déshéritées du Mali, il est impossible d'espérer à un développement parce que les ressources financières sont rares, sinon qui n'existent pas. Par contre, d'autres localités foisonnent de ressources et même des activités qui sont souvent même encore en dehors du contrôle de l'État. Et donc voilà pourquoi les populations locales, se sentant déshéritées, se sentant frustrées, estiment que sans encore une autonomie financière, il ne peut pas se développer. Mais comme la question de l'autonomie financière est fondamentale, il faut donc que l'État puisse encore sévir. C'est pourquoi l'État agit dans le sens encore de la péréquation. Mais cette péréquation aussi n'est pas bien assurée. Elle n'est pas bien assurée parce qu'il n'y a jamais eu de politique ou bien de texte de loi qui disent que pratiquement on doit réserver tel quota et tel quota encore aux collectivités décentralisées. Voilà pourquoi donc le démarrage de la décentralisation n'a pas été du tout rose encore au Mali. Maintenant, pour conforter théoriquement cette question d'autonomie locale, les finances locales disposent que la collectivité locale doit pouvoir encore bénéficier de ses ressources propres pour se développer.
Et ces ressources propres sont encore choisies en fonction des affaires locales. Et pour que l'autonomie financière soit assurée, il n'est pas autorisé à une collectivité locale de pouvoir faire encore des prévisions de dépenses sans avoir l'équivalent de ressources qu'il faut. Mais malheureusement, on a vu que les collectivités locales, telles que les mairies au Mali, se comportent tout à fait contrairement à cette disposition. Voilà donc pourquoi il est prévu aussi, dans le cadre des dispositifs financiers des collectivités locales, un budget supplémentaire qui encore doit pouvoir prendre en charge les dépenses excessives comme les investissements. Mais au Mali, on a chez nous le Haut Conseil de collectivité qui s'en occupe. Voilà donc encore quelques bases juridiques qui permettent encore aux collectivités locales de pouvoir se prendre en charge. Mais cette prise en charge ne peut pas être effective tant que l'État n'amène pas son accompagnement. Et c'est pourquoi donc, on a vu que les collectivités locales, pour pouvoir encore s'administrer librement, doivent encore bénéficier de ressources propres. Et ces ressources propres doivent encore être déterminées. Et donc, il y a, en dehors de cela, la question de gestion. Cette question de gestion des collectivités locales est une question préoccupante. Maintenant, pour pouvoir espérer encore à un changement, il a été décidé que l'État puisse encore prévoir des dispositions juridiques permettant aux collectivités de pouvoir s'administrer encore selon le principe de la bonne gouvernance. Et cela nous amènera à parler de l'étendue de la décentralisation qui est aussi mesurable par la dimension de la gestion des ressources humaines et des ressources financières. Pour que ces ressources financières puissent être bien administrées, il faut que l'État encore impose, comme la loi de finances l'exige, la gestion axée sur les résultats. Cette gestion axée sur les résultats est un changement qualitatif qui a été opéré dans la gestion des finances publiques et qui se reflète dans la gestion des finances locales. Ça veut dire que les ressources des collectivités sont destinées aux besoins des collectivités. Elle ne doit pas être encore attribuée à d'autres activités. En dehors de cela, la gestion axée sur les résultats suppose que les prévisions de dépenses doivent être faites selon un document de présentation de dépenses, le document de présentation de dépenses qui encore permettra aux dirigeants des collectivités de pouvoir encore s'y conformer. Voilà donc encore un autre aspect pour le changement. Mais ce qui est encore plus important dans le changement, c'est encore la question de prévoir un aménagement du territoire. Compte tenu du déséquilibre encore financier entre les différentes collectivités, il est prévu des aménagements du territoire. L'aménagement du territoire, comme on le sait, a commencé depuis la France dans les années 1950 après la Seconde Guerre mondiale, permet aux autorités publiques de pouvoir encore répartir les ressources du territoire en fonction des activités des hommes. Et chaque collectivité ayant encore ses préférences, maintenant pourra encore être libre de pouvoir mener ses activités. Et également de pouvoir exploiter les ressources financières qui peuvent encore en découler. C'est pourquoi on constate qu'au Mali, le Conseil, l'Agence nationale des collectivités territoriales qui bénéficie d'un appui financier pour permettre encore aux différentes collectivités, selon leur répartition, de pouvoir encore mener encore les activités économiques qui peuvent encore les permettre de pouvoir encore se développer. Et voilà donc les quelques cadres dans lesquels on situe la question du développement local en paix et sécurité, parce que si l'autonomie financière est assurée, cela permettra donc aux collectivités de pouvoir se prendre en charge. Comme on le dit en finance publique, encore l'argent est le nerf de la guerre. Maintenant, la mise à disposition de l'argent encore entre les mains des collectivités ou de leurs représentants encore est une solution sûre pour les permettre de pouvoir encore mener leurs activités de développement. Et ces activités de développement varient de région à région. Et pourquoi au Mali maintenant la régionalisation est devenue une stratégie de développement. Au lieu que les collectivités individuellement puissent encore se prendre en charge, on demande aux collectivités de se regrouper au niveau de l'ensemble régional pour pouvoir encore mener leurs activités. Et pour encore mieux consolider cette question de régionalisation, on a encore
étendre la décentralisation au niveau même encore de la coopération entre collectivités. Cette coopération entre collectivités permet aux différentes collectivités de fusionner leurs efforts dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement. Ainsi, il n'y aura pas encore de lacunes et de barrières entre encore les différentes collectivités. Et cela est tellement étendu que maintenant on parle encore de décentralisation interfrontalière. Et donc, les différentes collectivités qui se trouvent au niveau des frontières peuvent mener, sans appartenir au même territoire, des coopérations décentralisées afin de pouvoir mener encore leur activité. C'est le cas, par exemple, de la zone de Sourou, entre le Burkina et le Mali, où pratiquement on met à la disposition des différentes collectivités des moyens pour leur permettre encore de pouvoir faire leurs projets et de pouvoir les financer. Et donc, en somme, on dira que le Mali, qui est héritier de la décentralisation depuis les époques lointaines, quand on se rappelle que les différents empires qui ont existé au Mali, de l'empire du Ghana à l'empire du Manding et à l'empire Songhai, c'était des empires décentralisés et qui étaient multi-ethniques. Donc la décentralisation peut encore se dérouler dans un cadre territorial comme le Mali, encore en tenant compte de la spécificité culturelle de chaque ethnie, de chaque groupe social. Voilà donc, en grosso modo, ce que nous avons à présenter encore comme le développement local, paix et sécurité en matière de décentralisation. Je souhaiterais évoquer cette question à travers deux aspects. D'une part, la nouvelle définition des compétences des collectivités territoriales, avec cette ouverture sur une responsabilité en matière économique. Et puis par ailleurs, deuxième point, les moyens mis à la disposition de ces collectivités locales, étant entendu que c'est un domaine où les polémiques sont fortes et les discussions sont effectivement très abondantes. Alors, d'abord, le nouveau domaine économique d'intervention des collectivités locales. Quand on lit ces lois, on s'aperçoit qu'effectivement, le développement économique est un élément important. Après, bien sûr, les services publics de proximité, qui sont la première responsabilité des collectivités territoriales, c'est bien naturel, l'économie vient en premier point. Si on fait une sorte de classement, on peut dire qu'en deuxième point, il y a le social et le culturel, en troisième position, le sanitaire et le scientifique, et puis l'éducatif, le sportif, le financier et l'environnement, ce dernier ayant tendance à prendre de l'importance. Avec un élément qui apparaît dans toutes ces lois, c'est la volonté d'éviter la dispersion des efforts, éviter que les collectivités locales se lancent dans des opérations isolées, peut-être contradictoires. Un peu partout, il y a l'idée que cette intervention économique des collectivités locales, dans toutes ces lois, doit faire l'objet de documents programmatiques qui doivent en assurer la cohérence. Alors les noms sont divers, schéma de cohérence territoriale en Guinée, schémas régionaux à Madagascar, plan et programme de développement communal et régional au Niger, schéma directeur de l'aménagement. Je vous épargne tous ces noms, étant entendu que non seulement la collectivité doit intégrer son action dans le cadre d'un plan qu'elle définit elle-même, mais que par ailleurs ce plan doit être en cohérence avec les plans décidés au niveau régionaux, au niveau national, une sorte de système de poupée russe dans lequel tous les plans doivent autant que possible s'emboîter pour arriver à une concurrence, à une cohérence générale. C'est en tout cas l'objectif que imposent ces lois. Ces énumérations d'ailleurs des compétences des collectivités locales entrent parfois assez nettement dans le détail avec une impression qui est on sent que le législateur ne se contente pas d'autoriser la collectivité locale à intervenir dans certains domaines, mais même parfois elle l'y invite. On a l'impression que parfois le législateur veut donner des idées à la collectivité locale. Par exemple, je cite le Cameroun, les collectivités locales doivent s'occuper de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'organisation des foires et salons, de la promotion de l'artisanat, de la promotion des activités pastorales et piscicoles, la création de regroupements régionaux pour les opérateurs économiques, l'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois, etc. Je pourrais donner bien d'autres exemples. En fait, ça a un caractère qui est visiblement incitatif, et notamment dans un domaine où sans doute la compétence des collectivités locales est un élément important, c'est dans le domaine de la gestion du problème foncier. Alors, on sait bien que ce problème foncier se pose de façon importante. Le colonisateur l'avait utilisé
pour s'approprier des terres et les redistribuer aux colons en les confisquant au détriment des communautés locales, des communautés territoriales. L'État, dans un premier temps, a eu tendance à considérer qu'il était l'héritier de l'État colonial et que ces terres, c'est lui qui en disposait, notamment dans le cadre de grandes opérations d'aménagement du territoire. Ça a suscité naturellement toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de discussions. L'idée que ces problèmes puissent être réglés au niveau local, au niveau régional et éventuellement même communal, notamment dans le cadre d'opérations d'immatriculation qui seraient faites dans le cadre d'une commune, par exemple, en évitant les jalousies, les inquiétudes. Tout le monde essaie de déterminer le terrain lui appartenant. Peut-être qu'elle a une solution qui peut être avancée, et en tout cas, les lois le laissent entendre. Le problème naturellement, c'est le risque de sécession. Il est clair que, on l'a dit, le professeur Dembélé l'a évoqué, il est clair que une autonomie trop importante des collectivités locales peut déboucher. Alors il a fait une sorte de description en forme de descente du grave au très grave. La régionalisation d'abord, a-t-il dit, la sécession ensuite, l'irrédentisme, et puis on arrive parfois au risque de coup d'État. Donc il y a un problème là, la loi essaie d'y répondre. Alors bien sûr, vous me direz, vous aurez raison, ce sont des barrières de papier, mais qu'est-ce que la loi peut opposer en dehors des barrières de papier? Il y a toujours une formule générale en disant que l'activité des collectivités territoriales ne peut s'exercer que dans le respect de l'unité nationale. Et puis il y a une technique qui est utilisée de façon très fréquente, qui consiste non pas tant à définir les compétences des collectivités locales, mais qui consiste à préciser les compétences que l'État ne pourra jamais abandonner, c'est-à-dire essentiellement les droits, ce qu'on appelle les droits régaliens. Alors il y a la défense, bien sûr, il y a la sécurité, il y a les affaires étrangères, il y a la justice, il y a la monnaie, les matières premières stratégiques. Je vous parle là de la loi congolaise, l'enseignement supérieur, les télécommunications, les hôpitaux généraux, les centres hospitaliers universitaires. Chaque loi définit ainsi et essaie d'éviter le risque de ces dérapages. Deuxième point, il me reste 5 minutes, 3 minutes. Oui. 3 minutes. La mise en œuvre. Oui, il faut en dire un mot. Surtout que c'est un point où on a l'habitude d'attaquer ces lois de décentralisation, en disant c'est bien joli, on donne des pouvoirs aux collectivités locales, on leur donne des responsabilités, on ne leur donne pas les moyens, avec parfois une critique supplémentaire. En fait, l'État se décharge sur les collectivités locales. Or, ces collectivités locales, elles manquent de moyens, à la fois sur le plan du personnel. Bien sûr, nous avons ce centre ici qui fait faire des progrès considérables au personnel des collectivités locales, mais il y a là un gros travail à effectuer. Au fur et à mesure que l'on donne des compétences nouvelles, il y a des pouvoirs nouveaux. Il faut former davantage ces personnels. Il y a donc de moyens financiers. Alors, un premier aspect sur lequel ces lois insistent, c'est sur le manque d'adhésion des populations. C'est vrai que les populations n'attendent pas tellement des collectivités locales forcément le développement économique, mais d'abord les problèmes les plus concrets, ce qui se conçoit, mais il convient d'élargir sans doute les attentes, notamment parce que c'est par ce biais que les élus vont avoir envie de répondre à ces attentes. Un document burkinabé d'orientation et de décentralisation montre bien le problème et montre que ces collectivités locales ont tendance à ne pas mobiliser les populations autour de ces projets. Donc il y a dans les lois l'appel à un effort d'information des populations et toute une série de formules. La loi gabonaise, il faut associer les populations à la gestion des affaires locales tout en maintenant l'unité de l'État et en sauvegardant l'intérêt général. À Madagascar, le chef de l'exécutif doit périodiquement rendre compte de ses activités à la population par voie de presse, de cabaret ou par tout autre moyen approprié. En Guinée, bon, je ne vais pas citer tous ces textes, tous vont à peu près dans le même sens. Une obligation à la charge de la collectivité pour informer les populations, notamment économiques. Par ailleurs, des structures spécifiques sont mises en place au niveau de chaque collectivité. Au Bénin, un conseil pas seulement l'Assemblée qui gère la collectivité
avec un rôle de l'exécutif, mais des institutions spécialisées. Au Bénin, donc, un conseil départemental de concertation et de coordination avec le préfet, les maires, les adjoints, mais également l'Union départementale des consommateurs, la Chambre consulaire départementale et la Fédération départementale des associations de parents d'élèves. Vous avez dit que parfois je serais très terre à terre. Hein. Au Burkina, mais la réalité du terrain, c'est celle-là. Hein. Au Burkina, les conseils villageois de développement. Hein. Au Mali, le vote du budget communal est précédé d'une consultation des conseils de village, des conseils de fraction ou de quartier. Au Sénégal, le rôle des citoyens d'un quartier ou d'un village, etc. Donc la volonté d'associer les populations avec une institution à la fois importante, prometteuse et dangereuse, qui est le référendum local. Les lois en parlent. Les lois en parlent en connaissant le danger. Le danger, c'est d'opposer les décisions de l'organe collégial élu, le conseil communal, départemental, régional, quel que soit son nom, et puis la volonté des populations. Hein, ce qui ne peut aboutir qu'à affaiblir le premier au détriment du second et à poser des problèmes de gouvernance. Ce n'est pas la peine de les aggraver. La solution, c'est que l'initiative peut venir de la base, l'initiative peut venir d'instances diverses, à peu près dans toutes ces lois, sauf au Niger, non, même en Guinée, pardon, sauf en Guinée, l'Assemblée élue doit toujours avoir le dernier. Il y a aussi le problème des moyens, il me reste qu'une minute. Le problème des moyens, alors il y a une formule qui figure partout, pas de transfert de compétences sans transfert de moyens, est-ce toujours le cas? Il y a aussi un certain nombre de formules qui montrent que l'État se réserve une voie de recours si jamais il n'a pas envie de distribuer tous les moyens. Et donc finalement, et je conclurai ainsi, bon, c'est vrai que confier des compétences plus importantes aux autorités locales élues présente un certain nombre d'avantages, personne ne peut le nier. Des avantages qui sous-tendent les politiques de décentralisation, au-delà des considérations qui sont avancées un peu partout dans le monde, hein, et qui en est en fait qu'il faut rapprocher l'administration des administrés. Certains aspects sont plus spécifiques aux pays en développement, notamment en Afrique francophone. Les élus locaux sont a priori plus sensibles aux attentes réelles des populations. Ils doivent éviter des projets disproportionnés, ceux qui ont tendance parfois à privilégier les gouvernants au niveau national. Il s'agit de renoncer à des équipements surdimensionnés impliquant des coûts de fonctionnement exagérés, les fameux éléphants blancs. Ce processus favorise l'émergence de nouvelles élites locales, réintégrant dans une certaine mesure les dirigeants traditionnels, débouchant sur une nouvelle répartition des compétences. En somme, sur une nouvelle gouvernance que l'on peut souhaiter pacificatrice. D'un ouvrage de Jean-François Gravier qu'il a publié en 1947, Paris et le désert français. Par cet ouvrage, il attirait l'attention des autorités françaises sur les risques de la non prise en compte de la dimension nationale dans le processus du développement, autrement dit, dans l'aménagement du territoire. Et ce problème, posé depuis 1947, continue d'être d'actualité de nos jours, surtout dans nos contrées. Et on constate que certains auteurs voient en la crise au nord du Mali, en la crise en Casamance et dans bon nombre de volontés de sécession, la mauvaise réglementation et la mauvaise mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Donc il importe de poser véritablement la question de savoir en quoi l'aménagement du territoire peut être un moyen de régulation pour une paix véritable et pour la sécurité de nos différents États. Et pour cela, moi je voudrais proposer juste deux grands mouvements. D'abord, c'est de considérer l'aménagement du territoire comme un socle de paix et de sécurité. Et en deuxième mouvement, la solidarité territoriale comme un outil indispensable de paix et de sécurité. Pour ce qui est du premier point, à savoir considérer l'aménagement comme ce socle de paix et de sécurité, je voudrais d'abord inviter et emprunter la théorie de Ricardo, la théorie en économie internationale de Ricardo qui avait préconisé la spécialisation des États. J'emprunte sa théorie pour demander à nos États qu'il importe, parce que nous sommes dans une dynamique où très souvent
on ne se sent national, on ne se sent par exemple tous burkinabés ou on ne se sent tous maliens que lorsque nos équipes nationales de football remportent un match. Sinon, en dehors de ça, on a tellement de clivages ethniques, linguistiques, le régionalisme qui s'implante et qui fait qu'on se sent d'abord de telle ethnie ou de telle région avant de se sentir burkinabé ou malien. Et il y a un problème d'identité et nous sommes très loin de la construction de la nation que nous avons tant voulu ou que nous voulons dans nos États. Donc, premièrement, c'est de demander le renforcement de l'interrégionalité au sein de nos États. Et si même possible, aller à une spécialisation de nos régions pour rendre chaque région indépendante de l'autre région. C'est-à-dire, on prend telle région, c'est le pôle agricole du pays. Et c'est cette région qui va produire, et pour sa propre consommation et pour la consommation de l'ensemble du pays, mais cette même région est dépendante sous un autre angle de telle autre région qui est dépendante dessous. Donc de sorte à ce qu'il y a une interconnexion qui va se créer en matière de développement, en matière de processus d'aménagement du territoire dans nos différents États. Et en deuxième point, après cette spécialisation, bien sûr, il faut, par cette connexion, désenclaver la plupart du temps de nos régions. Quelqu'un aurait dit, la route du développement ne passera que par le développement des routes. Pour avoir un bon développement, il faut également avoir le désenclavement de nos régions. Donc, pour pouvoir faciliter l'interrégionalité, on est obligé de bien les mettre en connexion. Et en cela, on pourrait développer dans une deuxième dynamique des services communs. Et ça, vous pourrez, dans nos différents codes généraux de collectivités territoriales, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en œuvre, que ce soit l'intercommunalité, ou bien on va l'appeler directement les jumelages et autres, qu'on peut mettre en connexion entre les différentes régions, entre les différentes collectivités, pour créer des entités communes à ces différentes collectivités. Ça peut être la communauté des communes, ça peut être d'autres types qu'on va mettre en œuvre, de sorte à renforcer la cohésion, de sorte à renforcer les soucis communs en matière de propositions, de modèles de développement. Et le deuxième mouvement, comme on est pris vraiment par le temps, c'est de proposer de manière pragmatique une solidarité territoriale comme outil indispensable de la paix et de la sécurité. En la matière, je voudrais me baser sur quelque chose qui nous semble souvent, qui à mon humble avis, nous est propre. Malheureusement, on ne l'exploite pas comme il le faut. La solidarité, je pense qu'elle est intrinsèque à nous en tant qu'Africains. La dernière fois, je suivais un reportage au Mali par rapport à la crise agricole de cette saison. Il y a une opération qui a été lancée, deux boîtes, ils ont dit ça en Bambara, comme je ne comprends pas Bambara, où ils demandent à chaque citoyen qui peut proposer 2 boîtes de céréales. Et là, ils allaient collecter et redistribuer dans les localités où la saison a été très difficile. Ça, c'est une forme de solidarité qu'on peut mettre en exergue, qu'on peut davantage louer et qu'on peut vanter pour l'exploiter autrement, pour pouvoir renforcer la cohésion dans nos pays. Et cela est indispensable pour parvenir à la paix et à la sécurité, parce que nous allons nous regarder tous en tant que Maliens, en tant que Burkinabés. Donc le premier élément, je proposerai l'institution de la péréquation territoriale. Et là, j'aimerais être pragmatique. La péréquation territoriale telle que voulue et telle que proposée, je prends un exemple banal. Quand vous prenez des villes comme Ouagadougou, des villes comme Bamako, on a tellement de motocyclettes qui circulent dans nos pays, il y a des voitures. Si on prend en banalité, disons qu'à Ouaga ou comme à Bamako, que l'on ait 1 million de motos, et qu'au niveau des voitures, nous ayons 200 000 voitures en circulation. Si l'on impose 2 000 francs par an pour chaque moto, à Bamako, 5 000 francs par an pour chaque voiture, et l'on collecte l'ensemble de ces fonds, Bamako décide avec ces fonds-là d'aller développer par exemple Gao. À Gao, tu arrives, tu vois une école, tu vois un centre de santé, tu vois tel autre service de base, et c'est mis, telle infrastructure est offerte par la population de Bamako. Comme souvent nous rencontrons nos voies, au niveau de nos voies, ce goudron est offert par le peuple américain.
Même si tu ne vas pas leur dire merci, tu ne vas pas les insulter. Donc ça va contribuer à renforcer. Et par exemple, ça peut nous faire autour de 2 milliards et quelques. Et pour Bamako, au niveau de la seconde grande ville, on collecte de la même manière et on regarde les localités les moins développées, on injecte ces sommes pour booster le développement. Et là, directement, ce n'est plus une question d'État, c'est une question de population en population qui se voit dans la même entité. Et encore, il y a d'autres types d'exemples. Ça peut également être dans le dernier mouvement, comme on n'est plus par le temps, la recrudescence de fonds de solidarité. Il faut proposer des fonds de solidarité qui vont permettre de tenir compte des disparités de développement au niveau du territoire. Il faut dire vrai, il y a certaines localités de nos pays, quand tu arrives, par exemple à Bamako, à Ouaga, tu es très à l'aise, quand tu prends ton téléphone, la connexion est fluide. On est à 4G, peut-être même pour vouloir passer à... Mais dans d'autres localités de nos mêmes pays, même pour avoir le réseau, pour faire un appel, il faut aller sur un arbre. Ou bien il faut aller sur telle montagne pour même chercher le réseau. Et quand tu as un trait, tu restes comme un robot et tu passes ton appel. Parce que si tu bouges, tu perds le réseau. Quel est le principe d'égalité en matière de développement en ce moment? Alors qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'aménagement du territoire, mais il est question d'aménagement et de développement équilibré du territoire. Un des pans du développement durable aujourd'hui, le développement durable également qui fait partie de nos engagements. Donc, c'est-à-dire qu'il faut également prendre ces éléments en considération, parce que si on n'est pas dans cette dynamique, on va assister de manière indubitable à la mort de certains territoires, comme proposé par certains auteurs. Donc, les fonds de solidarité, comment est-ce qu'on peut l'alimenter de manière pragmatique? Bon, peut-être que les agents de l'État ne vont pas aimer ça, ou même les collectivités, mais on peut proposer de faire des coupures de 200 francs par mois sur les salaires des agents. 200 francs par mois, par exemple à Ouagadougou, au Burkina, nous avons autour de 200 000 fonctionnaires. Et ça, ce ne sont pas les agents des collectivités territoriales. Donc 200 francs, tu ne sens pas la coupure, mais à la fin de l'année, ça te fait 2400 francs. Multiplié par 200 000, on peut alimenter le fonds de solidarité. Et également, on peut demander à trouver d'autres modalités pour alimenter ces fonds. Et en fonction maintenant de la nécessité ou des niveaux de disparité de développement, on va tenir compte de ça pour pouvoir investir. Et j'aimerais terminer en disant que nous sommes dans une situation, et j'aimerais rappeler l'autre parabole, la parole d'un sage, qui nous fait savoir que nous sommes tous embarqués dans un bateau, où ceux qui sont en haut, au niveau de la cale, et ceux qui sont au fond sont obligés de monter pour chercher l'eau pour boire. Ils montent, ils cherchent l'eau, ils redescendent, ils boivent, et quand ils veulent chaque fois, ils sont obligés de monter. Mais à la fin, au regard de la fatigue, certains se disent, et si on perçait par le bas, en même temps on va recueillir l'eau. Et le sage de nous dit, si ceux qui sont en haut les laissent percer, eux tous ils vont périr. Nous avons la nécessité d'instaurer ce forme de solidarité. Merci, monsieur Compaoré. Diop nous rappelle que la sécurité précède le développement. Alors mon prédécesseur nous disait tout de suite qu'il n'y a pas de développement sans route. Alors moi je dirais qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Alors les infrastructures critiques dont je parle ici pour la plupart des cas sont conçues pour un souci de développement. L'objectif de la communication c'est de s'interroger sur la politique ou la stratégie malienne de protection de ces infrastructures critiques. Alors, pour ce faire, je m'avais présenté sous 4 angles. La première des choses, il faudra faire une conceptualisation parce que le terme en soi ou l'intitulé en soi présente parfois quelques ambiguïtés parce que ça dépend, l'appellation infrastructure critique dépend de pays à d'autres. Certains pays parlent d'infrastructures essentielles, d'autres parlent d'équipements principaux. Alors, je vais vous dire ce qu'est une infrastructure critique. Je prends l'exemple des 3 ponts de Bamako, par exemple. Alors, nous serons étonnés tout de suite. Si toutefois, on venait tout de suite de couper les 3 ponts, vous allez voir que la rive gauche est coupée de la rive droite. Ou tout de suite, pour basculer l'obscurité à Bamako, on peut s'en prendre tout de suite au barrage de Sélengué. Alors, ces infrastructures qu'on les appelle infrastructures critiques. Pourquoi les protéger? Parce que leur destruction, leur rupture, leur dysfonctionnement touchent directement ou indirectement à la sécurité des
des populations. Alors, la deuxième chose, on va interroger le droit malien, c'est-à-dire le cadre national. Quel est le mécanisme juridique et institutionnel de protection de ces infrastructures, quand bien même que nous sommes en cette insécurité grandissante, il est important de voir comment est-ce que la stratégie malienne propose de s'attaquer à ces infrastructures. Et la troisième des choses, nous allons nous apercevoir qu'il existe une nécessité de réglementer cette protection des infrastructures critiques. Et en troisième position, il faudra proposer évidemment une procédure de protection de ces infrastructures critiques. Alors, parlant de la conceptualisation, la protection des infrastructures consiste pour un débit de l'adoption des mesures juridiques et institutionnelles qui visent à protéger des biens, des services, des organisations et les systèmes qui touchent à la sécurité nationale. Alors, je disais tantôt qu'il existe bien évidemment une menace sécuritaire. Alors, il est urgent aujourd'hui de s'inscrire dans cette perspective de protection de ces infrastructures critiques. Et lorsque nous voyons un peu les quelques attaques, nous voyons que les assaillants s'en prennent chaque fois à ces infrastructures-là. Soit parfois c'est des ponts. On peut donner l'exemple du Sey de Djenné, où l'attaque est récente de Farabougou. Vous allez voir que les djihadistes se sont empris au pont qui relie les villages à l'autre rive. Alors ça fait tout de suite que les villageois sont obligés, parce qu'ils ne peuvent pas quitter les villages. Alors il est important de voir la stratégie de protection de ces infrastructures. Alors, par les systèmes essentiels, nous pouvons citer les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, les réseaux d'eau, les dépôts de gaz, les dépôts d'armes, les dépôts de pétrole, les barrages, ainsi de suite, et aussi des transports, comme des transports ferriers, des transports aériens, des transports fluviaux. Alors, le plus grand problème de la protection de ces infrastructures critiques relève lorsqu'il s'agit des infrastructures qui appartiennent à des personnes privées. Parce que là, la stratégie d'intervention peut être limitée. Alors, les structures étatiques sont plus à l'aise de protéger ces infrastructures lorsque ces infrastructures appartiennent à l'État. Alors, en l'occurrence, sinon, à contrario, lorsque ces infrastructures appartiennent à des personnes privées, vous verrez avec moi, vous verrez que la stratégie d'intervention peut être réduite. Alors, voyons-nous, la loi malienne, la loi de 2004 portant Organisation générale de la défense, parle plutôt de défense opérationnelle du territoire. Qu'a consisté cette défense opérationnelle du territoire? Ça veut dire la participation des armées à la sécurisation ou à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et la même loi parle d'équipements principaux, mais la loi ne parle pas d'infrastructures critiques. Et la loi ne parle pas du niveau de criticité de ces infrastructures-là, c'est-à-dire dans quelle mesure une structure ou bien un texte ou une entité peut s'intéresser à la protection d'une infrastructure. Alors, il est important de protéger ces infrastructures. Ça permettra de voir et d'analyser ce qu'on appelle le modus operandi des assaillants, c'est-à-dire les modes opératoires. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'attaque à ces structures-là? C'est ça le plus important, et afin de proposer des pistes pour éviter d'éventuelles attaques terroristes. Deuxièmement, les cadres juridiques. Il est loisible de rappeler ici que le droit malien n'a pas de texte spécifique en se rapportant à la protection de ces infrastructures-là, ni d'institutions. Cela veut dire que lorsque nous voyons un peu l'ancrage institutionnel au Mali, nous ne voyons pas une structure qui est exclusivement dédiée à la protection de ces infrastructures-là. Quand bien même que la paix locale et la sécurité nationale dépendent de la protection de ces infrastructures. Alors, du coup, il existe une nécessité de réglementation. Toutefois, il faudra aussi prévoir une perspective institutionnelle, c'est-à-dire qu'il faudra confier la protection de ces infrastructures-là à une structure. Alors, de ce point de vue-là, nous avons proposé un comité spécial chargé d'assurer la protection de ces infrastructures-là. Alors, en quatre et dernière position, c'est la procédure de protection de ces infrastructures critiques. Alors, cette procédure sera confiée au comité spécial de protection des infrastructures que nous proposons. Alors, le comité aura comme cinq missions. La première mission, c'est l'identification.
ça permet de définir les indicateurs de criticité, c'est-à-dire combien ou comment on peut qualifier une infrastructure de critique ou de non critique. Alors, la deuxième mission, c'est les recensements. C'est-à-dire, en République du Mali, il est important d'avoir une liste de ces infrastructures-là. Cartographier aujourd'hui des infrastructures, surtout que nous avons un certain nombre d'infrastructures qui ont évidemment parfois une valeur religieuse, parfois une valeur culturelle, parfois une valeur historique, auxquelles les gens ils se sentent. Je donne un exemple, par exemple, des mausolées de Tombouctou, c'est des infrastructures critiques. Et ensuite, en troisième position, il y a l'évaluation. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être moi je suis jeune, il y a des vieux dans la salle. Est-ce qu'il y a eu une évaluation ou un rapport d'évaluation des ponts de Bamako qui nous dit est-ce qu'en 2021, ces 3 ponts-là peuvent continuer à nous servir? C'est ça l'évaluation. C'est-à-dire que ces infrastructures-là, compte tenu de leur vulnérabilité, il faut chaque fois prévoir une évaluation pour voir combien et quand ces infrastructures peuvent nous servir encore. Alors, il est important à chaque fois de faire des rapports, des études et d'évaluation en ce sens. Et ensuite, des mesures de protection. Alors, ces mesures de protection, bien évidemment, seront confiées au comité que je propose. Alors, il s'agit ici d'anticiper les attaques, de ne pas protéger la population, mais de faire de telle sorte que les attaques soient anticipées. Et en cinquième et dernier ressort, il faut légiférer. Voici ce que je m'avais proposé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Notre plan de présentation va se faire comme suit. La présentation de la problématique de recherche, après il y a les objectifs de ma recherche, ensuite méthodologie appliquée et les données de l'estimation, les résultats et discussions, et enfin les conclusions et recommandations relatives à cette recherche. En ce qui concerne la problématique maintenant, nous avons l'instabilité politique et violence est une question vraiment très préoccupante dans la zone Yomoa qui vit la population au quotidien. Et la guerre contre la secte Boko Haram, par exemple, au Niger, Nigeria, Tchad, ensuite les attaques djihadistes aux frontières du Burkina Faso, Mali, Niger, en sont vraiment des exemples concrets. Et cette situation crée de plus en plus de psychoses à la population résidente qui conduit sans nul doute aux exodes ruraux, aux migrations intra- et extra-africaines. Et ce qui conduit aussi à l'abandon en majorité des sites touristiques. Ensuite, les statistiques montrent qu'en 2019, plus de 79,5 millions de personnes déplacées à travers le monde. Au moins 54 000 Maliens se sont réfugiés au Niger. En plus, nous avons au Niger, à cette date, donc en 2019, plus de 450 000 réfugiés et déplacés fuyant les djihadistes et les bandits armés. Et ces réfugiés sont tous ressortissants, soit du Nigeria, Mali ou bien Burkina Faso. L'instabilité politique et violence sont assumées parce qu'il y a lieu de savoir exactement c'est quoi l'instabilité politique et violence. Donc l'instabilité politique et violence sont assimilées aux révolutions populaires, aux coups d'État, aux attaques terroristes, à la rébellion, aux guerres civiles, aux guerres ethniques et enfin toute autre tension sociale qui peut créer une désorientation de la population en général. Et cette instabilité politique et violence ensuite conduit à la réduction du moins de l'horizon temporel des investisseurs et ceux des décideurs politiques. Et ensuite, elle peut augmenter le risque de perte en capital. L'instabilité politique causée par des inégalités de revenus peut conduire à l'incertitude par rapport à l'environnement politique et social, ensuite peut nuire à la croissance en réduisant les investissements. Vu cette situation alarmante, les diagnostics approfondis sont nécessaires pour le bien-être de la population en général.
plus spécifiquement, ça c'est la problématique de la recherche. Maintenant, plus spécifiquement, les objectifs de notre recherche sur l'objectif global, c'est de déterminer la nature du lien qui existe entre la croissance économique et instabilité politique et violence dans la zone UEMOA. Plus spécifiquement, notre premier objectif, c'est de voir l'effet de l'instabilité politique et violence sur la croissance économique. Et le deuxième objectif, c'est de voir l'effet de la croissance économique sur l'instabilité politique et violence dans la zone UEMOA. Donc, nous pouvons constater ici, c'est un aspect d'une analyse réciproque, effet de l'instabilité politique sur la croissance économique et vice-versa, effet de la croissance économique sur l'instabilité politique et violence. Et la méthodologie que nous avons appliquée, comme il y a déjà un effet réciproque entre les deux, instabilité politique et violence et la croissance économique, donc ça nous a conduit obligatoirement à utiliser le modèle à équation simultanée. Mais le modèle à équation simultanée, obligatoirement, il faut savoir encore, il s'agit de quel genre de données. Ici, nous sommes en face des données multiniveaux. Comme il y a une combinaison de données macro et données macro, donc ça nous conduit obligatoirement à l'utilisation du modèle multiniveau à équation simultanée. Nous avons encore les données, tantôt j'ai parlé des données que nous avons utilisées dans l'étude, effectivement, c'est les données de deux sources. Il y a les sources de l'Afrobaromètre et ensuite les sources des indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale. Donc c'est la combinaison de ces deux données. Donc dans ces deux données, notre zone d'étude qui est l'UEMOA, donc on a pu extraire uniquement les données de l'UEMOA et la taille de notre échantillon qui nous a permis de faire cette analyse est de 8400 personnes enquêtées. Mais ici, il est lieu de noter que c'est excepté la Guinée-Bissau par manque de données que nous avons eu à télécharger. Ici, les résultats de notre estimation économétrique, qu'il s'agit du modèle multiniveau à équation simultanée, ça nous a donné effet, et l'instabilité politique et violence a un effet négatif sur la croissance économique. Donc, c'est là peut-être expliqué par le fait que l'instabilité politique et violence crée toujours des psychoses à la population, empêchant à cette population d'exercer des activités génératrices de revenus comme l'agriculture, le commerce, le tourisme, ainsi de suite, pour booster leurs revenus et garantir le quotidien de cette population. Et ça induit directement à une baisse de la croissance économique. Et cette recherche, effectivement, ces résultats que nous avons eu à trouver, ça corrobore parfaitement avec les résultats de Carême et Fessel en 2018 et ensuite à l'ESINA et Pariti en 1996. Et nous constatons encore que l'effet contraire, donc l'effet de la croissance économique sur l'instabilité politique et violence, donc nous avons eu à trouver paradoxalement un effet positif. Donc cela veut dire l'instabilité politique et violence dans la zone UEMOA, la croissance économique du monde c'est dans la zone UEMOA, donc ça augmente l'instabilité politique dans la zone UEMOA. Ceci peut être expliqué par le problème de redistribution des ressources par des autorités politiques, évidemment. Si par exemple il y a une croissance économique qui est là, donc cela veut dire que les revenus notamment vont augmenter, mais le problème en est que s'il n'y a pas une redistribution équitable de ces ressources-là, surtout dans les régions là où il y a beaucoup plus d'extraction des ressources naturelles, ça crée de plus en plus de frustrés. Et ces frustrés vont se révolter contre le système, et c'est ça la source principale de l'instabilité politique et violence. Et c'est ça qui montre exactement l'effet positif de la croissance économique sur l'instabilité politique et violence en termes d'augmentation. Sur l'analyse que nous avons eu à faire, nous avons constaté encore que la majeure partie de la population, les quatre franges de la population qui participent à cette instabilité politique et violence, ce sont ceux qui ont une tranche d'âge de 18 à 25 ans. Donc ceux qui ont de 26 à plus, eux, ils ne participent
pas beaucoup plus à l'instabilité politique et violence. Et la réalité en est en sorte que cette frange d'âge est constituée de la population la plus fragile. Et cette population la plus fragile est toujours fragile à une tentation extérieure. Donc, quelqu'un qui n'a rien à manger, c'est normal. Si on lui propose quelque chose, quel que soit-il, il va accepter au moins pour nourrir son ventre. Ensuite, sur l'effet intégré de l'instabilité politique et violence dans la zone UEMOA, les résultats nous ont montré qu'il n'y a pas une vraisemblance de l'effet entre les différents pays de la zone UEMOA en termes de l'impact de l'instabilité politique et violence sur la croissance économique. Donc les ressources diffèrent tout à fait. Et donc en conclusion, nous avons l'instabilité politique et violence conduit toujours à la perte de biens et services. Elle conduit aussi aux pertes des vies humaines. Elle conduit aussi à la fermeture de certaines entreprises publiques et privées. Ensuite, la perte des vies humaines, des biens et services du monde conduit à une détérioration du niveau de vie de la population. Et ensuite, la perte des vies humaines conduit à une baisse du capital humain. Et la fermeture de certaines entreprises publiques et privées conduit sans nul doute à la baisse d'investissement. Et l'agrégation de tous ces phénomènes conduit à une baisse du niveau de croissance économique. Mais par contre, l'augmentation de la croissance économique conduit à une augmentation de l'instabilité politique et violence, tantôt, comme je l'ai dit, due à une mauvaise redistribution des revenus qui crée de plus en plus de frustrés dans les différentes localités, et souvent. Pour endiguer ce problème de l'instabilité politique et violence, il est évident, il s'agit obligatoirement de promouvoir l'emploi des jeunes, de respecter strictement la Constitution, de bannir la corruption, de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, de mettre en place un système de suivi adéquat au TIC, de rendre crédible la justice et enfin et surtout de mettre l'accent sur la réduction de la pauvreté. Je vous remercie. Notre droit à la production scientifique. Pour parler de la complexité du développement, je dirais à la suite de mes prédécesseurs que s'il n'y a pas de développement sans route, pas de développement sans sécurité, il n'y a également pas de développement sans santé. Les droits de la personne humaine sont certes nombreux et parlant des soins de santé, je voudrais citer Xavier Bio qui nous dicte que le premier droit de la personne malade est d'accéder à des soins de santé de qualité, c'est-à-dire des soins que nécessite son état de santé. Toute chose qui est prévue par les articles 14 et 24 du Code de déontologie du Mali et mieux par l'article 1er de la loi hospitalière du Mali du 22 janvier 2002. Ce texte prévoit le droit du malade au libre choix de son établissement de santé et prévoit que ce droit est fondamental. L'article 7 de la même loi, en parlant des missions et d'obligations des établissements de santé, précise que l'accès aux soins et aux soins de qualité est une garantie pour tout individu. Or, la garantie de l'accès aux soins est problématique au Mali en temps de paix et elle l'est encore plus en temps de guerre. Ce qui nous rappelle les propos de Marco Baldan, chirurgien en chef du CICR, qui notait que l'une des premières victimes de la guerre est le système de santé lui-même. Ainsi, la violation du premier droit de la personne malade rend celle-ci victime au même titre qu'un système de santé victime. Ce système ne pourra en aucune manière fournir les soins de qualité
garantie et préconisée par les textes. Donc, d'un système de santé victime à la personne malade victime, d'autres personnes peuvent également être victimes de conflits armés. Toute chose qui est prévue par le deuxième chapitre de la première convention de Genève en son article 12 qui prévoit l'accès aux soins aux soldats blessés et malades. Vous comprendrez que l'accès aux soins est effectivement l'objet de notre présentation. Selon Mme Fayet, l'accès aux soins apparaît comme l'un des droits fondamentaux de la personne humaine, en ce sens qu'il serait inhumain de ne pas soigner une personne malade, alors que les moyens de le faire existent. Mais il constitue aussi le plus fondamental des droits des malades, en ce qu'il est à la base de l'acte médical. L'accès aux soins comme droit fondamental de tout être humain est l'un des axes majeurs de la politique nationale de la santé du Mali et de tout autre État. Cela est consacré par la Constitution du 25 février 1992, précisément dans les dispositions de son article 17 qui consacre le droit à la santé. Pour affirmer davantage le droit d'accès aux soins, les législateurs maliens consacraient à ce droit essentiel plusieurs textes de loi. Il faut citer entre autres la loi d'orientation sur la santé de 2002, la loi hospitalière de 2002 également, et la charte du malade d'octobre 2008. Le système de santé malien organisé en forme de pyramide, toute chose qui est prévue par l'article 28 de la loi hospitalière et 33 de la loi d'orientation sur la santé, assure l'accès aux soins aux populations à travers les différentes composantes et principalement à travers les établissements de santé qui sont soit publics, soit privés. Et malgré l'existence de cet arsenal juridique et des institutions en charge de la santé, il n'est pas évident que la réalisation de l'accès aux soins se passe toujours dans les meilleures conditions, et notamment en période de conflit armé. Selon le dictionnaire Gérard Corny, le conflit est entendu comme une opposition de vie et d'intérêt qui peut dégénérer en litige, en procès ou en affrontement de faits. Ce dernier peut être armé tout en se manifestant par une relation de belligérance entre deux ou plusieurs acteurs. Tel est le cas actuellement au Mali, où nous assistons à l'existence d'une multitude de conflits entre l'État et d'autres entités, ou à des conflits intracommunautaires et extracommunautaires. Ainsi, depuis plus d'une décennie d'années, on assiste impuissamment à des violations ou agressions de toutes formes qui engendrent des victimes directes et indirectes d'une part, et d'autre part handicapent et bouleversent le fonctionnement des services publics, notamment des services publics de la santé, dont l'une des missions essentielles est d'offrir les soins nécessités. Certes, le conflit désorganise le système de santé, mais il demeure constant que l'État a le devoir de secourir les personnes affectées en les apportant les soins nécessités. Notons que les difficultés et les violations liées à l'accès aux soins en période de conflit sont prévues et sanctionnées non seulement par les règles du droit international humanitaire, mais aussi par les règles des droits de l'homme. Il faut citer entre autres les conventions de Genève et leurs protocoles d'accord, mais aussi la Charte des Nations Unies. Ces instruments portent un regard sur le rôle de l'État, acteur principal de la protection de la santé et garant de l'accès aux soins, tout en régissant le comportement des victimes, des individus plutôt, qui réalisent les soins, ou le comportement de ceux qui peuvent porter atteinte à ces droits fondamentaux. Ainsi, il paraît opportun de faire ressortir comment l'État s'organise pour apporter des réponses aux violations faites aux populations pour la prise en charge sanitaire. Autrement dit, la problématique liée à la désorganisation des services dans la prise en charge de la maladie, notamment des victimes, tant sur le plan de la prise en charge des soins que sur le plan de leur indemnisation, soulève la question fondamentale qui est de savoir
quels sont les mécanismes pratiques et textuels qui encadrent l'activité sanitaire en temps de conflit au Mali et comment les textes juridiques sanctionnent les violations du droit d'accès aux soins. D'abord, par rapport à l'organisation des soins, il faut noter que différents organes ou établissements interviennent dans la prise en charge des personnes qui ont besoin de soins de santé. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, le personnel de la santé concerne toute personne qui travaille dans le domaine de la santé. Autrement dit, tous les professionnels qualifiés en matière de soins de santé. Vous comprendrez qu'on peut citer, entre autres, les médecins, les infirmiers, les chirurgiens, les pharmaciens, etc. Il s'agit de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les administrations sanitaires, mais aussi des ambulanciers. Il s'agit du personnel et volontaire du mouvement international de la Croix-Rouge. Et il faut citer au même moment les personnels sanitaires des forces armées, les personnels des organisations internationales et non gouvernementales, les secouristes. À ces lots de personnes, il est judicieux d'associer les tradithérapeutes et les phytothérapeutes qui, s'ils constituent le premier recours de la population en temps de paix, ils le sont également en temps de conflit, constituant l'incarnation d'une médecine de proximité et d'accessibilité. Ces acteurs facilitent considérablement l'accès aux soins aux populations qui sont privées soit pour des barrières territoriales, financières ou matérielles aux soins modernes de santé. Parmi les organismes et missions qui offrent les soins, à l'instar des acteurs étatiques, il faut citer le Mouvement international de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Solidarité, etc. Et malgré l'intervention de ces organes ou de ces établissements, les populations des zones de conflit sont encore plus exposées aux difficultés d'accès aux soins. Ces difficultés sont de nature diverse et se traduisent en une violation des droits de la personne aux besoins de santé. Par ailleurs, il faut noter que si secourir et soigner demeure un pan essentiel, il n'en reste pas moins de réparer les dommages subis par les victimes de violations du droit d'accès aux soins. Mais au-delà des mesures et sanctions prévues par le Code pénal et les textes internationaux, une réparation peut être offerte aux victimes ou à leurs ayants droit. Ces mesures de réparation concernent toutes mesures d'accompagnement ou d'indemnisation d'autres dommages issus de la violation du droit d'accès aux soins. L'indemnisation est soumise aux règles du droit commun, mais aussi aux règles du droit international. Selon la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, à travers sa stratégie d'intervention et son règlement intérieur, des mesures de réparation sont prévues. Par ailleurs, il faut signaler que le pouvoir exécutif et législatif malien s'évertit à maintes reprises d'adopter des gestes ayant pour objet d'établir les conditions d'indemnisation des victimes. Au terme de cette étude, le constat majeur est que malgré les efforts du droit international humanitaire et des droits de l'homme, ceux-ci ne fournissent pas de véritables garanties pour une remise des victimes dans leurs droits. Autrement dit, l'existence de ces textes n'est pas totalement dissuasive de violation du droit d'accès aux soins et du droit à la réparation des dommages. Cependant, nous concluons que pour un meilleur accès aux soins de santé au Mali, pendant les périodes de conflit, les établissements qui animent la carte sanitaire doivent être renforcés, multipliés et sécurisés. Ils doivent également être aménagés et dotés de moyens suffisants. Par ailleurs, un fonds de garantie doit être mis en place de façon pérenne et doté d'une capacité opérationnelle afin de faciliter l'indemnisation des victimes. Pour terminer, nous voudrons souligner que la timidité et la faiblesse de la réaction de l'État à l'égard des auteurs d'exactions, et cela marqué par la conclusion des acteurs et des négociations, doit interpeller sur la situation des victimes des conflits. Ce qui nous pousse à nous poser la question, quelle est véritablement la politique de l'État du Mali sur la situation des victimes des conflits? Je vous remercie, Monsieur le Président.
je veux prendre l'exemple de la République démocratique du Congo, notamment la province de Mai-Ndombe, où il y a l'entreprise VVC ERA qui est implantée, qui développe la protection de la forêt, la conservation de la forêt. Donc rapidement là, nous allons parler du développement durable. Le développement durable, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il permet d'améliorer les conditions de vie des communautés locales sans compromettre aux générations futures la chance à améliorer les leurs. Alors, dans sa dimension environnementale, la dimension environnementale du développement durable veut que, face à la crise écologique et sociale qui se manifeste désormais de manière mondialisée par le réchauffement climatique, la réfaction des ressources naturelles, la déforestation ou la perte de la biodiversité, que les acteurs, donc les États, les acteurs économiques, puissent répondre à travers les méthodes durables, notamment dans le secteur d'agriculture, d'industrie, d'habitat et de conservation de la territoriale, c'est ça? Voilà. Bon, je ne comprends pas trop ce concept de péréquation territoriale, parce qu'en matière de décentralisation, très généralement, on parle de péréquation économique ou financière. Mais péréquation territoriale, je ne sais pas, ça renvoie à quoi? À une répartition équitable des territoires entre les collectivités? Ou bien c'est par rapport aux finances? Je ne sais pas trop. Merci. Maintenant, la deuxième question s'adresse à M. Dr Nyantao, qui parle de la protection juridique des infrastructures critiques au Mali. Maintenant, à son exposé, je crois comprendre quand même qu'il n'y a pas une institution qui est habilitée aujourd'hui à la gestion sur la protection de ces infrastructures-là. Bon, je pense bien qu'il existe au niveau de la direction, au niveau du ministère de l'économie et des finances, une direction chargée de l'administration des biens de l'État. Bon, je crois que c'est une direction qui est née en 2000 et elle a pour rôle, comme on appelle, la politique en matière de gestion des patrimoines bâtis et des patrimoines mobiliers de l'État. Je pense bien que cette direction assure bien la protection des infrastructures critiques. Je pense bien. Ok. Maintenant, la troisième question va à l'endroit de... La troisième question va à l'endroit de Mme Koulibaly Mariam Maïga, qui nous a entretenu sur l'accès aux soins en période de crise. Bon, elle a développé, je pense bien, des instruments internationaux relatifs à la protection des personnes par rapport aux périodes de crise, mais je n'ai pas bien compris si toutefois il y a pendant la période de crise. Je vous remercie. Professeur, je remercie tous les communicants pour leur brillant exposé. Alors, je m'adresse ici à Dr Fofana et puis professeur Cabanis. Fofana a parlé du développement local, professeur Cabanis, le développement économique. Alors, ils ont fait l'état des lieux de la décentralisation, l'arsenal juridique, les différentes compétences qui ont été transférées. Je vois que dans leur communication, ils ont évoqué beaucoup de choses, et surtout dans la période de paix et de sécurité. Alors aujourd'hui, nos collectivités sont confrontées à d'énormes problèmes, l'insécurité. Alors j'aimerais savoir comment les collectivités territoriales maliennes, je dis bien maliennes, peuvent contribuer à la sécurisation. Parce que je suis sûr que sans sécurisation, on ne peut pas parler de développement économique, régional, local et communal. Ma deuxième question s'adresse à M. Compaoré. Il a fait des propositions pertinentes. Et l'aspect qui a attiré mon attention, ça c'est le fonds de solidarité. Je trouve que c'est une meilleure proposition. Mais la question que je pose, ça c'est par rapport au mode de gestion de ces fonds. Si l'on sait qu'une crise de confiance, je dis bien une crise de confiance est instaurée
entre les gouvernants locaux et les citoyens. Par exemple, en créant ce fonds de solidarité, quel sera le mode de gestion? Est-ce que ce fonds sera géré par les autorités déconcentrées ou les autorités décentralisées, ou bien un comité sera mis en place pour bien gérer ces fonds? Parce qu'il y a une crise de confiance et nous défendons, je suis avec Mami ici, c'est vrai, je suis enseignant-chercheur, mais notre institution représente toutes les collectivités territoriales du Mali de façon constitutionnelle. Et ces réponses m'intéressent beaucoup. Merci. J'ai l'habitude de participer effectivement à des rencontres de ce genre-là. Mais la remarque fondamentale, c'est que, surtout quand elle est de qualité comme ça, c'est qu'il y sort des propositions, c'est bon, c'est qu'il y sort des propositions utiles, pas concrètes, mais très utiles pour la nation. La question de la protection des infrastructures telles que l'a présenté le docteur Niantabo, la question de la solidarité communale ou intercommunale, comme l'a présenté notre frère du Burkina Faso Compaoré, sont des questions qui doivent être portées à la connaissance de nos dirigeants. Donc je voudrais proposer que le comité scientifique ne se limite pas seulement à l'édition du livre, mais plutôt fasse un plaidoyer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des actions après la conférence. Si nous prenons la question du prélèvement de 200 francs par fonctionnaire, c'est une proposition intéressante. Si nous prenons la question des 5 000 francs ou de 2 000 francs par moto ou par voiture à Bamako et qui pourrait construire, par exemple, quelque chose à Kaï ou à Kidal, c'est une question importante. Mais c'est une question importante qui sera prise en charge par qui? Est-ce que nous allons accepter que ces questions importantes soient soulevées dans cette salle, éditées dans un livre, et qu'après on les oublie? Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Je fais cette proposition parce que de 2002 à 2010, j'ai été parmi des organisateurs d'un forum qui a alerté les autorités maliennes sur la possible dégradation de la situation sécuritaire au nord du Mali. Ce que nous n'avons pas fait, nous ne sommes pas partis voir les décideurs pour leur dire voici ce qui se passe, voici à l'issue. Et nous avons amené des sommités de partout. Et elles sont arrivées à ces conclusions-là. Mais notre faute, ça a été que nous n'avons pas pris ces résolutions pour aller voir des décideurs, leur dire voici ce qui se passe. Voici à l'issue d'un sommet, voici à la rencontre d'un colloque, voici ce que les participants ont cru bon de porter à votre connaissance. Donc vraiment, professeur, c'est la contribution que je voudrais faire. Merci beaucoup. Un problème de texte qui manque aux collectivités pour la sécurisation des infrastructures. Est-ce que ce n'est pas la non-implication de ces communautés depuis la conception de l'ouvrage jusqu'à sa réception définitive ou même jusqu'à sa gestion qui pose problème? C'est pourquoi souvent certaines communautés voient l'ouvrage comme quelque chose d'imposé. Donc je voudrais vraiment assez d'éclaircissement par rapport à ça, quoi. Merci. Je suis avec attention les différentes communications. Je voudrais ajouter un certain nombre de points. Le premier, c'est au premier intervenant. Et deux autres points à la communication de Mme Koulibaly. Pour le premier intervenant, il a parlé de ressources propres au niveau de collectivités qui vont les permettre d'amorcer le développement économique durable. Moi, je souhaiterais qu'on précise, qu'on ajoute que la création de ces ressources propres pose problème parce que l'État central n'accompagne pas les collectivités pour cela. Parce que la question du développement économique local n'est pas seulement une question de budget, mais plutôt une mise en route des activités économiques dans les collectivités à partir
de ces recherches locales, ce qui nécessite l'accompagnement de l'État et l'intervention des autres acteurs, tels que le secteur privé, à travers des stratégies, partenariats publics-privés ou autre chose. Mais ce n'est pas une question du budget. Donc, il faut que l'État intervienne. D'autant plus que dans nos pays, au niveau même des États, les budgets sont déficitaires. Donc, de même, ce n'est pas étonnant qu'au niveau d'une collectivité, il y a des problèmes. Nous avons nos collectivités qui n'arrivent même pas à payer le salaire. Quand on va continuer à dire les ressources propres de collectivités, d'où ça vient, les activités économiques ne sont pas encouragées.